À l'aube de ses 20 ans, Pierre Maxence, sans qu'il s'y attende, a perdu la vue en quelques semaines. Maryse le redoutait depuis plusieurs années et c'est à 42 ans qu'elle a vu son destin s'assombrir également en très peu de temps. Maryse et Pierre Maxence souffrent tous les deux d'une maladie génétique orpheline, la neuropathie optique héréditaire de Leber. Mon histoire de vie, par rapport à la maladie, c'est l'histoire de toute une famille, puisque mon frère, la maladie est survenue quand mon frère a déclenché à l'âge de 10 ans. Moi j'en avais 13, mon plus jeune frère en avait 7. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement complet dans la famille, comme la foudre qui nous est tombée dessus, parce qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas l'existence de cette maladie, on ne savait pas ce que ça pouvait amener. On l'a vite découvert à travers l'expérience de David, mon frère, et ça a été vraiment une période très douloureuse. Il y a une trentaine d'années, la maladie était encore mal connue et on pensait que les filles étaient épargnées. Ce n'est qu'à l'âge adulte que Maryse a découvert qu'elle pouvait aussi déclencher la maladie. Quand j'ai moi déclenché à mon tour, c'était... Je me suis dit, soit j'accepte très vite, parce que c'est assez brutal. C'est vrai que j'ai perdu mon deuxième œil en à peine 3 semaines. Il y a des gens pour qui c'est encore plus rapide, mais voilà. Et ça a été un bouleversement aussi complet. Et mon frère m'avait dit, fais tout ce que tu as à faire au maximum tant que tu as la vue, prépare-toi vraiment, parce que tant que mon second œil n'avait pas décliné. Et j'ai pas eu le temps de tout faire. Je veux dire, c'est tellement difficile d'anticiper un tel bouleversement. C'est à l'hôpital Georges Pompidou à Paris que le docteur Christophe Orceau reçoit les patients atteints par la maladie. La neuropathie optique de Leber est une maladie qui touche le nerf optique, qui entraîne une baisse d'acuité visuelle par un défaut de fonctionnement du nerf optique avec une atteinte très particulière. Ça donne une tache au centre de la vision. Donc les patients ont une baisse d'acuité visuelle très sévère, ils n'arrivent plus à voir le visage, par contre ils voient tout ce qui est autour. Ce qui fait que ce sont des gens qui ne donnent pas l'impression d'être malvoyants, d'être aveugles, parce qu'ils arrivent à se déplacer sans aucun problème. Ils voient les obstacles au sol. Par contre, ils ont une acuité qui est réduite à moins d'un 20e, moins d'un 40e. C'est une pathologie qui débute, dans sa grande majorité des cas, entre 15 et 30 ans, brutalement. Ce sont des gens qui perdent la vision en huitaine de jours d'un œil. Dans 50% des cas, les 2 yeux sont atteints en même temps. Et dans l'autre moitié des cas, l'atteinte du 2e œil se fait dans les 2 mois qui suivent le début de la maladie. Contrairement à Maryse, qui avant de déclencher la maladie avait déjà eu des membres de sa famille atteints, Pierre Maxence ne s'en savait pas porteur. Tout a commencé, j'étais en dernière année d'école d'ingénieur et j'ai été faire du snowboard. Et là, j'ai fait une chute qui m'a valu 8 semaines d'hôpital. Et c'est ce qui a très potentiellement déclenché Leber, car aujourd'hui, comme les médecins disent, ils ne savent pas exactement ce qui déclenche. Mais là, ça serait probablement ça. Suite à cela, 2 semaines plus tard, j'ai repris les cours, tout allait bien. 2 semaines après avoir repris les cours, je me rendais compte que je n'arrivais plus à voir au fond, j'ai dû me mettre au premier rang. Déjà, c'est des nouveaux camarades qui me sont tombés dessus. Après ça, je me suis rendu compte que même au premier rang, quelques semaines après, je n'arrivais même plus à voir ce qui était écrit. Et en tout cas, tout s'est déclenché après cette rentrée en dernière année. Et il y avait quelque chose que je ne voulais pas, c'était mettre de côté ma dernière année d'école d'ingénieur, où je savais que c'était le moment pour en profiter avant de rentrer dans la vie professionnelle. Mais je savais aussi que
je me suis posé la question, est-ce que finalement je vais avoir mon diplôme? Est-ce que je vais finir mes études? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir avoir une vie normale, un travail? À l'issue de ses études, Pierre Maxence a été embauché par EDF, où il occupe aujourd'hui un poste d'ingénieur dans la maintenance des centrales nucléaires. Une fonction exigeante qu'il assume parfaitement en dépit de son handicap visuel. On m'avait souvent dit, qui ne progresse pas tous les jours régresse, et là je l'ai vraiment senti, c'est ma vue baissée, mais j'avançais quoi. Le moral en prenait un coup à un certain moment, mais il fallait aller de l'avant, et entre mes amis, ma famille, ma copine et puis mes collègues, tout le monde m'a poussé naturellement à me surpasser. Il y a des personnes qui font la surveillance et j'irai sur la centrale pour voir au moins une fois ou deux aux alentours du 15 août. Ok, très bien. Dans la famille, je savais que j'avais un oncle qui avait potentiellement un petit peu déclenché, qui avait eu un problème de vue, mais on ne savait pas non plus que c'était les berges génétiques parce qu'il avait refusé en quelque sorte de faire la démarche de voir ce que c'était. Mes parents l'ont totalement accepté. J'ai un frère, donc tant qu'on soit franc, peu déclenché, mais le vit plutôt bien, sachant sûrement sachant qu'en me voyant, il voit que j'ai peu de difficultés dans la vie de tous les jours et que je m'en sors très bien, même au contraire, ça m'a redonné une énergie pour me surpasser. Et mes parents, même si à certains moments c'est pas toujours facile, ont toujours tout fait pour que je sois autonome et indépendant. La neuropathie optique de Leber est une maladie d'origine génétique héréditaire, dont on commence à connaître les mécanismes. Pierre Rustin, directeur de recherche au CNRS, à l'hôpital Robert Debré, à Paris. Alors, la maladie de Leber, c'est une maladie, ce qu'on appelle une maladie mitochondriale, c'est-à-dire une maladie où les mitochondries ne marchent pas. Qu'est-ce que c'est que les mitochondries? Alors, dans chaque cellule de l'organisme, il y a plein de mitochondries. Quand je dis plein de mitochondries, c'est des centaines, voire des milliers de mitochondries. Et dans une cellule, il y a deux endroits où on trouve des gènes. Il y a dans le noyau, où il y a environ 30 000 gènes, et puis il y a dans les mitochondries 37 gènes. Donc une maladie mitochondriale, c'est quand les gènes mitochondriaux sont mutés, ils portent une mutation, et dans le cas de l'atrophie optique de Leber, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une mutation dans l'ADN, dans les gènes présents dans les mitochondries. Les mitochondries, dans une cellule, ça sert pour l'essentiel à fabriquer l'énergie pour toutes les fonctions de la cellule. Alors précisément dans la maladie de Leber, c'est le nerf optique qui conduit l'influx nerveux depuis les yeux finalement jusqu'au cerveau qui s'atrophie et les neurones disparaissent peu à peu. On imagine bien que pour que cette activité de transport, d'image, tout ça, ça nécessite de l'énergie. Ça nécessite que les mitochondries fonctionnent. Et donc, on comprend bien que quand les mitochondries fonctionnent mal, eh bien, on puisse avoir des problèmes de transmission de l'œil jusqu'au cerveau et qu'on perd peu à peu la vision. Chez l'homme, le matériel génétique des mitochondries, on n'en hérite que de sa mère. Et comme on hérite de l'ADN mitochondrial de sa maman, on hérite éventuellement des mutations qui viennent de la maman. Et donc, l'héritage est strictement maternel dans les maladies mitochondriales. Maryse est mariée et est mère de 2 enfants, Grégoire, 14 ans, et Mathis, 19 ans. Maryse a donc transmis la mutation génétique de la neuropathie optique de Leber à ses enfants. Seul Grégoire a développé la maladie quand il avait 8 ans. Mathis, l'aîné, doit composer avec cette éventualité. On s'est beaucoup posé avec mon mari la question de avoir des enfants, ne pas en avoir. C'était vraiment
une question difficile. Donc après, voilà, on s'est dit que la nature ferait son œuvre. Et puis, voilà, on a mis au monde 2 enfants, 2 fils. Mais ça a été une période assez difficile. Et c'est très personnel, c'est vrai, comme choix. C'est un choix de couple. Hein, un père et une mère qui savent qu'ils vont accompagner leur enfant sur un chemin il risque peut-être d'y avoir une sacrée bifurcation quand même. Mais c'est une bifurcation, c'est pas non plus une impasse. Mathis, fils aîné de Maryse. Moi, je sais qu'il y a des possibilités que je l'ai, mais je me dis que ça ne reste que des possibilités. Et que je vis comme une personne normale. Je le dis qu'aux personnes avec qui je suis très proche. Et sinon, je continue à vivre ma vie normalement, comme si le lendemain, la maladie n'allait pas frapper. Je me dis pas en me réveillant tous les matins, est-ce que je vois bien, est-ce que ça se passe bien? Je dis pas que je fais pas attention, on fait bien sûr tous attention, mais j'essaye de dégager cette possibilité et tous ces stress inutiles le plus possible. Je pense pas que je pourrais en vouloir à mes parents, parce que c'est une réflexion qui à mon avis a été prise mûrement de votre part d'avoir des enfants, et je vais pas leur en vouloir de vouloir avoir des enfants, et je suis né, c'est déjà super. Et non, je pense pas pouvoir leur en vouloir. Et le fait de pouvoir en parler avec les enfants, ça nous a semblé, à mon mari et à moi, quelque chose vraiment d'essentiel. Sinon, je pense qu'il y a des paroles, des non-dits qui vont amener des interrogations chez les enfants, qui vont sentir, tiens, on parle de ça, puis on détourne le sujet, c'est pas très sain non plus, selon moi. Et dans ma famille, il y avait eu justement des secrets par rapport à tout ça, des sortes de tabous. Il ne fallait pas en parler, jusqu'à ce que mon frère déclenche et que là, ça soit plus... voilà, il y a des questions qui soient vraiment posées, quoi. Mais bon. Mais même en tant qu'enfant, même si on te le dit pas, tu le sais. Mm-hmm. Quand j'étais petit, je savais qu'il y avait un truc qui traînait dans la famille, qui n'était pas défini comme maladie, qui n'était pas défini comme transmissible. Mon oncle l'avait, mon parrain l'avait. Donc, puis des fois ça parlait dans la famille de cette maladie. Puis je me souviens un repas, quand ma tante a parlé tout bas et dit « T'as pas peur que tes enfants l'aient ?» Quand on est enfant, on se dit « Mais de quoi ils parlent ?» On s'inquiète, on se crée des peurs. Puis mes parents en ont parlé, donc j'étais très vite rassuré, entre guillemets. Le docteur Christophe Orceau. C'est une affection qui est souvent qu'on appelle sporadique. Et c'est une affection dans laquelle il y a beaucoup de porteurs sains. C'est-à-dire que vous avez des gens qui portent la mutation et qui ne développent jamais la maladie. Ce qui fait qu'on a des familles où il y a un individu atteint, mais quand on fait des dosages, des recherches génétiques, on s'aperçoit que d'autres membres de la famille ont la mutation, mais ne développeront jamais rien. Et on ne sait pas pourquoi tel individu et tel autre vont développer au sein d'une famille et jamais d'autres patients porteurs de la mutation. Alors, on a bien entendu des familles où, un oncle maternel a été atteint, un cousin du côté maternel est atteint, et puis personne fait la maladie, mais ses frères et sœurs qui ont également la même mutation peuvent ne jamais développer. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Le regret que j'ai, c'est de plus voir grandir mes enfants. Je peux percevoir leur visage quand c'est vraiment très près ou que j'agrandis une photo, mais ça n'a rien à voir avec un visage qui vit, qui bouge. Donc voilà, ça. Et après, c'était l'accès à la lecture. Et moi, quand j'ai repris accès à la lecture, je me suis dit, voilà, je vais pouvoir tenir, absorber tous les chocs et puis être à nouveau en partie dans ma vie d'avant, autrement, mais c'était une ressource importante.
Après, ce que je peux souligner aussi, c'est vraiment l'importance de l'entourage, hein, la réaction de l'entourage. On a besoin de parler de ce qui nous arrive, mais pas seulement. Enfin, voilà, on reste dans avec des liens sociaux, avec des envies de rire beaucoup, parce que ça permet aussi de baisser la tension, d'évacuer des choses, et d'avoir un entourage qui soit compréhensif. Alors moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un entourage professionnel et familial et amical qui a été fabuleux. Et ça, je pense que grâce à eux, voilà, j'ai pu vivre. Les moments de désespoir ont certainement été beaucoup plus courts. Lorsque la maladie s'est déclarée, Maryse était professeure de communication à l'université de Lens. Grâce à ses efforts d'adaptation et à la bonne volonté de ses collègues, elle peut continuer à exercer un métier qui lui tient à cœur. Avec les étudiants, ça s'est, moi je dirais plutôt bien passé. Je trouve que quelque part, l'expérience est enrichissante pour eux. Se dire, face à l'adversité, surtout quand on est jeune comme ça, on a peut-être tendance à avoir moins de recul, vu que l'âge est à 18 ans, c'est pas toujours facile de s'extraire de sa situation, on est en pleine mutation, on se demande ce qu'on va devenir. Et je me dis que quelque part, leur donner un exemple de force, de combativité quelque part aussi. Donc là, dans mon travail, ça a évolué aussi. Je peux mener des projets avec eux, je peux travailler sur leur motivation. Ça c'est important pour moi. Je peux continuer à faire des exercices qui sont basés sur le théâtre. Voilà, j'ai pas besoin forcément de toutes mes perceptions pour ça. Au fond des choses, les plus chercher, on va dire, à consolider son travail. Et je pense que c'était concluant. Après, voilà, le progrès est en marche, on va dire. Corinne, une amie et collègue. Je trouve que le rapport des étudiants vis-à-vis de Maryse, leur relation, c'est une relation de confiance maintenant, mais vraiment, surtout de confiance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça les a fait beaucoup grandir, eux aussi. Et que forcément, on parle beaucoup entre nous, puisqu'on enseigne la même matière, quelque part. Et donc, j'ai beaucoup de retours sur ce qui se passe. Et en fait, c'est rigolo parce qu'ils ont beaucoup plus de respect pour elle en tant que prof, parce qu'elle leur donne des choses alors que ce n'est pas forcément évident. Et pour eux, c'est un plus énorme. Alors au départ, la peur, c'était, oh là là, si Maryse ne voit pas, est-ce qu'elle sera capable de leur apporter autant de choses? Et moi, de mon côté, j'ai vraiment l'impression qu'elle leur apporte plus de choses aujourd'hui, parce que le filtre n'est pas le même. Ouais. Là, à ce niveau-là à peu près, tu as la PSTG avec tous les tubes guides. Oui. Donc le couvercle dessus. Donc si je représente... Là, je vais pas voir ce que j'écris, mais tu vas me dire si c'est à peu près ça. Pierre Maxence. J'ai une vie professionnelle assez prenante parce que mon boulot me plaît. Et je m'épanouis là-bas. Mais c'est sûrement pas une fin en soi non plus. Donc, c'est pour ça que je fais du sport... Je vais courir 2 fois par semaine, j'essaie d'aller à la piscine, j'ai les entraînements de judo, surtout là avec la médaille que j'ai eue la dernière fois, plus le club de rock où c'est 2 fois par semaine. Et ça, c'est sûrement les meilleurs moments, c'est quand je vais prendre un verre avec les amis. Et c'est le moment où il n'y a plus aucune différence. L'intelligence de mes amis, de mes collègues, de mes proches, font que le gap qu'il peut y avoir avec cette petite différence, il le comble largement. Les personnes qui ont déclenché la maladie doivent apprendre à vivre avec leur déficience visuelle sans que la médecine ne puisse pour le moment leur proposer de thérapies efficaces. Pourtant, de nombreuses pistes thérapeutiques sont aujourd'hui à l'étude, dont un médicament, l'idébénone. Cette idébénone est donnée pour améliorer l'acuité visuelle. Ce qui a été montré, c'est qu'elle pouvait probablement réduire la taille du scotome, de cette tache centrale qu'ont les gens au niveau de leur champ visuel, qu'on appelle un scotome. Il serait moins opaque.
Et ça améliore de fait l'acuité visuelle, puisque les gens voient au centre comme ils le font normalement. On a des patients qui ont effectivement une réduction du scotome. On n'a pas d'amélioration massive de l'acuité visuelle, ou quand il y en a eu chez quelques patients, on ne sait pas si on n'avait rien donné, finalement, ça ne serait pas arrivé de la même manière, puisque certains patients peuvent présenter des améliorations. Un certain nombre d'autres médicaments déjà existants sont en cours d'évaluation, notamment une molécule prescrite initialement pour lutter contre le cholestérol, ou encore un traitement administré après une greffe. Tous ces essais cliniques peuvent laisser espérer une commercialisation d'une ou plusieurs molécules capables soit de freiner la progression de la maladie, soit d'améliorer l'acuité visuelle dans un délai de 5 à 10 ans. En dehors des traitements médicamenteux, l'espoir des patients est tourné vers la thérapie génique, une méthode qui consiste à pallier la déficience du gène muté. C'est une équipe de l'INSERM, dirigée par Marisol Corral-de-Brinsky, à l'Institut de la Vision à Paris, qui est à l'origine de la mise au point de cette technique pour la neuropathie de Leber. L'idée de la thérapie génique est de se dire, maintenant que nous connaissons précisément qu'est-ce qui s'est passé dans ces gènes bien particuliers qui entraînent une pathologie, pouvons-nous utiliser les avancées de la biologie moléculaire, d'utiliser des véhicules tout à fait particuliers qui vont venir de manière tout à fait tolérée et sans aucun effet secondaire, apporter à la cellule qui est affectée les gènes, maintenant, qui va donner une protéine parfaitement fonctionnelle, qui va remplacer la mauvaise et qui éventuellement soit empêcherait l'apparition des symptômes, soit empêcherait une progression, une dégradation du tissu en question et ainsi de suite. On va prendre des personnes qui viennent juste de déclencher la pathologie et on en connaît. Il y a des patients qui, comme on a un répertoire des familles, n'est-ce pas, on peut avoir une personne qui ne l'avait pas eu, tout d'un coup il l'a, elle est répertoriée au centre où ça se fait et à ces moments-là, cette personne va être prise en charge et on pourra faire une première injection et quelques jours, quelques semaines plus tard, une deuxième et là, on stopperait le processus. Et ça, c'est un grand espoir pour les patients. Voilà. Tournage. Apple. Pierre Maxence Bricou. PR. Votre lettre d'impression 1100, c'était disponible. Pierre Maxence. Par rapport à la médecine, pour moi, c'est très important. C'est comme l'avancée de la technologie. Même si c'est deux champs totalement différents, c'est deux champs sur lesquels je me tiens informé très régulièrement. Mais tous les matins, je me lève pas en me disant « Tiens, dans 300 jours, il y aura un traitement qui va être trouvé, puisque sinon ça m'arrêterait de vivre. » Là, j'ai la vue qui est stable maintenant, donc j'arrive à avancer. Bien sûr que j'en espère beaucoup, et puis j'ai vu tous les progrès et tout le travail qui a été réalisé par Marisol et son équipe. C'est énorme, moi ça me donne le sourire, c'est aussi ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet de me dire peut-être qu'un jour je reverrai naturellement. Mais si ça n'arrive pas, je vois aussi que c'est pas un drame. J'ai autre chose. Enfin, j'arrive à m'en sortir sur autre chose. La manière dont tu as surmonté ton handicap, c'est ça qui est impressionnant. On n'a pas dans la vie de tous les jours qu'on est avec toi, on n'a pas l'impression que tu as cet handicap-là. C'est vrai que globalement, sur la relation qu'on a, il n'y a rien qui a changé, quoi. Moi, ce qui me rassure, c'est que quand on fait un pari, c'est toujours moi qui gagne, et ça, j'ai envie que ça continue, quoi. Ouais. Mais on te laisse gagner, c'est pour ça. On dit pas réellement ce qu'il y a d'écrit sur Wikipédia. C'est peut-être naturel chez vous, mais vous avez aussi une capacité à vous adapter. Enfin, là, Julien, pendant la Coupe du Monde, tu m'as lu tous les matchs. Greg, la dernière fois, tu me ramènes un jeu de cartes accessible pour moi, ça permet de jouer. Yovan, c'est peut-être pour que je te paye l'apéro, mais t'es venu me faire des trous. C'est les questions que je peux me poser. Est-ce que je suis un boulet quand on part en vacances ensemble? Je vais te rassurer, t'es pas plus un boulet qu'avant. C'est pas dû à ton handicap. La semaine prochaine, on va partir ensemble avec des amis et je compte sur toi. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0811 703 300 www.unadef.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous, à vous de voir, France Télévisions,
Pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, ici les Moulineaux, CEDEX 9. Auteur-réalisatrice, Emmanuel Sapin. Producteur délégué, Emmanuel Schumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Unité documentaire, Caroline Béard, Carole Wedcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.